permet de prendre la parole. D'abord pour vous dire que je me réjouis quand même de me retrouver parmi vous en tant que collègue, en tant qu'ami, frère, et aussi ayant quand même cumulé suffisamment d'années d'expérience dans le domaine de la gestion hospitalière. Je me réjouis aussi de me retrouver aussi dans une région où la santé est au centre d'intérêt, puisqu'il faut que vous soyez quand même content d'avoir un monsieur Louali, c'est Mohamed Jamii, qui m'a approché plusieurs fois pour des problèmes de santé. Donc c'est-à-dire que la santé est au cœur du problème. Également, les représentants, les acteurs politiques de la région atteignent la santé au centre d'intérêt également. Et donc, c'est ce que nous cherchons depuis toujours, l'approche participative. Et nous voulons qu'il y ait quand même ce centre d'intérêt de la santé. La santé, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du ministère de la Santé, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de changer le visage de la santé. Et comment on peut changer le visage de la santé? C'est avec vous. Personne ne peut le faire tout seul. La santé toute seule ne peut pas le faire avec ses compétences au niveau central. On ne peut pas, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas la particularité de la région. Et donc, il est question d'aller vers la régionalisation et contextualiser les problèmes. Donc, c'est pour cela qu'il y a un travail qui se fait au niveau national qui s'appelle la refonte du système de santé et la refonte du RAMED. Qu'est-ce qui prévoit cette refonte? Qu'est-ce qu'elle prévoit cette refonte? Elle prévoit un bouleversement de la gestion de la gouvernance en matière de santé avec une déclinaison régionale, des spécificités régionales. Alors dans cette refonte, je dirais quand même les axes, les grands axes. D'abord, l'incitation, motivation, etc. prévoit quand même un chapitre qui s'appelle ressources humaines et motivation. On a compris qu'aujourd'hui, avec les insuffisances qui existent au niveau sur le terrain, vous savez, le gap en matière de ressources humaines, pour le remonter, il va falloir attendre 30 ans. Nous sommes à 62 000 insuffisances. 50 000 pour les infirmiers et 12 000 pour les médecins. Dans le secteur public, je ne parle pas du secteur privé. Et donc, avec la cadence de formation aujourd'hui qu'il y a entre les différentes facultés et tout, même avec le secteur privé aujourd'hui, il va falloir attendre longtemps. On ne peut pas bien sûr aujourd'hui dire qu'on va bien sûr juste augmenter la capacité, ce n'est pas suffisant puisque le Maroc, d'année en année, est taxé dans les indicateurs de développement. Et donc il va falloir pratiquement utiliser toute la panoplie de solutions et la mettre bien sûr en opération pour remédier en peu de temps bien sûr ce gap-là. Et donc, quand je dis la panoplie des solutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution, il y a d'innombrables solutions et qui vont d'abord dans l'approche participative. Et quand je dirais l'approche participative, il n'y a pas que l'approche participative gouvernementale, il y a aussi non gouvernementale. Il faut qu'on se décloisonne, il faut qu'il y ait des vases communicantes, il faut qu'il y ait impérativement du partenariat public-privé. On est obligé au jour d'aujourd'hui pour bien sûr surmonter ce déficit-là. On n'a pas le choix. Il y va quand même de la santé du citoyen. Personne ne pourra dire que le citoyen marocain doit encore souffrir pendant 30 ans pour avoir les ressources suffisantes et arriver à la normalisation des secteurs. Non, il faut mettre, bien sûr, en action toutes les mesures nécessaires pour servir le citoyen marocain. Et on continue à augmenter la cadence de formation jusqu'à arriver à un certain niveau. On pourra parler à ce moment-là de la normalisation du secteur. Alors, en matière d'incitation, de mesures incitatives, d'abord, il est question de réviser bien sûr le régime de garde des astreintes, avec une augmentation de la valorisation bien sûr du régime de garde des astreintes. Et deuxièmement, il va falloir revoir le mode de rémunération des acteurs de la santé, et ils seront bien sûr rémunérés sur la prime de sur la productivité. Donc il y aura quand même des valeurs fixes sur leur salaire, une variable qui dépendra de la productivité. Et à ce moment-là, quand bien sûr il y aura une prime sur la productivité, tout va changer. Toute la gouvernance va changer. Il y va de vous aussi. Parce que toute cette question de maintenance, etc., tu l'es quand même, c'est de l'histoire. Parce que n'importe qui parmi les opérationnels va pouvoir sauvegarder et préserver le matériel avec lequel il travaille parce que c'est l'outil de production. Voilà. Donc c'est en quelque sorte développer quand même ce qu'on appelle l'actionnariat des professionnels de santé et le sentiment d'appartenance. Voilà, donc
Et donc, quand je dis la déclinaison régionale, elle est importante parce que, étant donné que M. Louali, c'est le président de la commission de l'offre de soins, il est plus à même de dire voilà les besoins en soins dans tel territoire, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire venir les malades vers les médecins. C'est les médecins qui doivent se déplacer vers les malades. Les ménages aujourd'hui dépensent trop de leur poche. Vous savez qu'aujourd'hui, ils dépensent plus de 65%, le pauvre, pour venir voir le médecin. Alors que normalement, on table d'après les objectifs de développement durable, d'arriver quand même à réduire bien sûr cette dépense à 25%. Il ne peut plus supporter. On est en train encore de paupériser les populations. Il faut aller chez la population. Et donc, voilà, donc l'offre de soins doit être bien pensée dans le cadre d'une approche régionale, en mutualisant les moyens et bien sûr en déclinant bien sûr toutes les possibilités au niveau de la région. Donc la région ne compte pas Foujda, c'est Raha, c'est plutôt Figuig, c'est Borafa, et je voudrais entendre de vous quand même que le CHU, il doit sortir de ses murs, il doit rayonner, il doit être radioactif si on veut utiliser le terme médical, il doit rayonner au niveau de sa région. Et donc, monsieur le doyen a parlé des terrains de stage. Comment on peut développer les terrains de stage si on ne s'intéresse pas au niveau 1, on ne s'intéresse pas au niveau 2, on ne remontera pas au niveau 3? Non, il faudrait plus qu'il y ait de frontières entre les différents niveaux. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce schéma-là, on va créer quand même ce qu'on appelle le programme médical régional de la santé et qui sera piloté en coordination avec le CHU. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser bien sûr toutes les structures sous forme d'un terrain de stage et vous pouvez bien sûr déployer vos résidents là où il faut, parce que ces résidents qui sont formés bien sûr pour le niveau 1 et le niveau 2 éventuellement, d'accord, il n'y a pas de raison pour que ces résidents ne retrouvent pas de la matière pour de formation. Et donc ils seront aussi accompagnés par vous, parce qu'il y aura un programme médical qui sera piloté par l'autorité scientifique, bien sûr avec l'aval de M. Louali, et on déploiera quand même les ressources. Et quand je dirais ça, bien sûr, sera accompagné avec les incitations nécessaires. Et quand je dis la prime de garde et d'astreinte, il faut oublier le système ancien de prime de garde avec un tableau de bord dédié à ce monsieur. Non, il faut que la garde soit octroyée au poste de garde. Nous avons besoin d'un poste de garde de néphrologie dans tel coin. C'est ce poste de garde qu'il faudrait peut-être indemniser. Il y a un néphrologue qui va se déplacer pour être motivé et recevra bien sûr cette indemnité, parce qu'on cherche bien sûr de combler le besoin, le déficit, répondre à un besoin précis. Ce n'est pas seulement inciter le type, mais inciter-le à fournir un service. Voilà, donc l'approche sur le service rendu accueil. Et donc j'enchaînerai sur l'accueil, puisque j'ai évoqué le terme accueil. Il ne faudrait plus qu'on reste dans l'établissement policier, beaucoup de gardiens. La mission de gardiennage et de sécurité, elle doit être quand même élémentaire. Elle est là pour répondre à une intervention précise. Il faut développer la dimension d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des malades. Donc je demanderai, c'est une doléance que je demanderai bien sûr à monsieur le directeur général, que je félicite par la même occasion. C'est un ami, je connais ses compétences, je connais son honnêteté, son intégrité et son dévouement pour la cause. On a été bien sûr, je l'ai côtoyé depuis le démarrage du CHU de Oujda, et je sais très très bien qu'est-ce qui a été fait comme effort. Bien sûr, il y a les contraintes. Il y a des contraintes sur le terrain, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes budgétaires, il y a la conjoncture politique, etc. Donc, mais malgré ça, vous devez vous réjouir quand même d'avoir quand même un tel CHU, très innovant, qui a fait en peu de temps des prestations, beaucoup de résultats. Tous les acteurs politiques s'en réjouissent. Et donc, aujourd'hui, vous rayonnez à l'échelle nationale. Et si vous heureux quand même, nous sommes là pour vous accompagner aussi, pour développer et aller de l'avant, parce que vous avez parlé de la recherche, développement, innovation. Moi, j'ai une petite idée. Pour les centres de recherche qu'avait évoqué monsieur le directeur général, j'avais visité aussi Marrakech, qui a quand même un centre de médecine régénérative et un centre de recherche FAS, qui est un institut de recherche sur le cancer, et Rabat et Casablanca sont en train de développer. Pourquoi on ne fait pas une fédération et regroupement de ces centres de recherche? Il faudrait qu'on pense à ce qu'on appelle un système de groupement d'intérêt public. Et on regroupe ça, et à ce moment-là, le problème de financement ne se posera plus. Parce que dans le modèle de groupement d'intérêt public, on peut introduire des ONG, et on peut avoir des sponsors, et on peut financer, et bien sûr, et faire la promotion, bien sûr, de cette activité-là. Donc, on est en train de travailler sur ça, éventuellement. Alors, par rapport à la question du RAMED, le RAMED, cher ami représentant de l'ANAM, il avait parlé de la tarification nationale qui va changer, donc en négociation avec le secteur privé, même avec le secteur public.
La tarification nationale de référence doit être revue. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui est obsolète comme facturation. Pourquoi? Parce que le coût technologique n'est pas inclus. La médecine a complètement muté, a changé. Aujourd'hui, il y a des prestations avec la technologie qui sont hors nomenclature et nous faisons bien sûr l'effort de les assimiler à chaque fois. Et donc les établissements sont taxés, ils sont quand même en perte de recettes. Donc on ne doit plus perdre de temps. En tant que directeur CHU, ex-directeur CHU, j'avais demandé à chaque fois, bien sûr sans plus tarder, de rentrer dans les négociations avec les organismes gestionnaires. On doit changer la NGAP et de la mettre à SECAM, qui est aujourd'hui à même de répondre à nos besoins spécifiques. On pourrait juste la personnaliser par rapport à notre façon de faire, et elle sera quand même mise en vigueur et sur laquelle on peut bien sûr rapidement corréler quand même une tarification nationale de référence, et on sortira quand même de cet engrenage de négociation avec le souci des équilibres financiers entre les organismes gestionnaires. Si on a cette SECAM et on a la tarification, je n'ai plus besoin de négocier. Parce que si je n'arrive pas quand même à un accord, donc j'ai ma tarification nationale de référence sur laquelle je peux me rabattre pour avoir mon recouvrement. Donc je suis content d'entendre quand même que certains, bien sûr, praticiens qui ont le souci, bien sûr, de facturer quand même certaines prestations, parce que demain, avec la refonte, ce souci-là va augmenter, parce qu'il s'agit quand même de la productivité. Mais c'est très important, effectivement. Les négociations sont en cours aujourd'hui d'introduire toutes les nouveautés pour qu'elles soient bien sûr assimilées et facturées, Inch'Allah. Alors, il y va aussi de dire que le RAMED ne va plus être un fardeau ou un manque à gagner pour les CHU, pour les établissements hospitaliers, je dirais, en général. Le RAMED va devenir quand même, va se rabattre sur un régime assurantiel. Et donc, du coup, il va devenir solvable. Et donc, le RAMEDisme ne doit plus être considéré comme un patient. Ça va devenir, demain, il va devenir un client. Donc, vous allez sortir de la patientèle vers la clientèle. Et donc, il va falloir développer en conséquence un service attractif. Puisque vous disposez quand même d'un système d'information, et je demande par la même occasion, monsieur le directeur général, d'implanter quand même un système de comptabilité générale pour qu'il vous fournisse les éléments nécessaires pour remonter et analyser mieux, bien sûr, les performances du CHU. Je sais qu'il y a une comptabilité qui est acquise, donc il faudrait juste l'intégrer. Et je pense que la compétitivité va nous permettre de supprimer, bien sûr, les frontières à la carte RAMED. Le Marocain, avec sa carte RAMED, il a le droit de circuler librement au niveau national et recevoir les soins nécessaires là où il est. Puisque le RAMED va devenir solvable, la problématique n'existe plus. Et on peut éventuellement, bien sûr, par rapport à certains établissements qui sont subventionnés, trouver quand même un système de compensation. Tant de RAMED, bien sûr, pris en charge dans telle région, bien sûr, il sera compensé par la région, bien sûr, auquel appartient, bien sûr, le patient. Donc ça, c'est le ministère de la Santé qui va s'occuper, bien sûr, de cette régulation. Alors, je voudrais parler aussi de la prime de rendement, parce que vous ne l'avez pas évoqué, des enseignants. La prime de par la loi 70-13, on a prévu bien sûr de réformer cette loi 3780 et 82-0, aujourd'hui 70-13 bien sûr, relative au statut des enseignants du CHU, et qui permet bien sûr d'intégrer les enseignants au niveau de cette loi, mais il y a quand même un petit hic qui bloque l'octroi de cette indemnité. Nous sommes en train de régler cette question, parce que nous avons fait quand même un courrier à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, pour essayer quand même d'apporter un amendement par rapport à la loi spécifique des enseignants, parce qu'ils ne doivent pas cumuler certaines indemnités, et à ce moment-là, vous aurez quand même le droit, bien sûr, de l'apercevoir. Et j'enchaîne sur le comité de gestion. Le comité de gestion, ce n'est pas une question, bien sûr, du décret d'application, non, c'est une question juste d'une mauvaise lecture par rapport à question de parité. On a soulevé la question au SGG, le secrétaire général du gouvernement, qui va nous donner la lecture exacte, et à partir de la lecture exacte, on va passer à la constitution, bien sûr, du comité de gestion, qui pourra, bien sûr, à partir de la saison prochaine, travailler convenablement. Alors, la maintenance. Tu vois, vous êtes quand même un CHU qui a 6 ans, c'est bien ça? 6 ans. Et certainement, vous êtes toujours en cours d'acquisition de certains équipements. Et donc, vous devez avoir un tableau de bord et un planning sur les équipements qui sont hors garantie.
et qui sont en cours de maintenance, et les équipements qui sont toujours dans la garantie et qui nécessiteront quand même un plan de maintenance par la suite. Mais sachez que vous devez vous inscrire tout de suite, et j'invite aussi les finances, bien sûr, à réfléchir avec nous. On ne peut plus continuer, bien sûr, sur ce mode de gestion, puisque l'expérience de FES, vous me demandez quand même quelques conseils par rapport à FES, je vous dis tout de suite. Nous sommes à FES à 12 ans, ou 15 ans je dirais, 15 ans d'ancienneté des équipements. Donc la vétusté y est, puisque certains équipements, leur durée de longévité ne dépasse pas 7 ans, d'autres 10 ans et d'autres même 15 ans. Maintenant, le ministère des Finances, avec la subvention que nous recevons au niveau des établissements publics, n'est pas à même de revenir et de remonter sur le renouvellement du parc. Donc à un certain moment, on sent que avec le bolus que nous recevons d'investissement initialement, rapidement on tombe dans la difficulté une fois bien sûr la main levée. Donc l'accompagnement, il est fait juste initialement, parce qu'il y a des fonds de financement des CHU sur des projets soit internationaux, soit des projets, des budgets de l'État général, de l'État. Et donc, quand on rentre dans la difficulté, on est en perte. On est en perte, entretien bien sûr, l'attractivité diminue, les recettes diminuent, les rendez-vous bien sûr s'allongent. Et donc toute la gouvernance clinique et administrative qui en pâtissent. Et donc c'est la raison pour laquelle le mode de gestion sur le partenariat public-privé était très important. Je vous cite quand même l'exemple et l'exercice sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous avons un parc de radiologie. Le parc de radiologie aujourd'hui, vous allez bien sûr faire l'exercice, et vous allez faire le compte que vous payerez quand même un budget de maintenance annuellement de temps. Je dirais par exemple 12 millions de dirhams. Et ces 12 millions de dirhams qui vont bien sûr certainement aller crescendo, à l'âge crescendo. Parce que chaque fois que le parc vieillit, chaque fois que les pièces de rechange deviennent aussi trop chères. Et donc l'obsolescence des équipements aujourd'hui, elle est programmée. Il faut le savoir, la technologie le veut aujourd'hui. Les gens fabriquent et ils disent d'emblée que ce modèle-là, à partir de telle année, je ne le fabrique plus. Donc si vous disposez de ce modèle-là, sachez qu'à partir de cette année-là, la pièce de rechange va coûter 2 fois, et donc il est plus facile pour vous de réacquérir, de renouveler le parc, que de plutôt d'assurer la maintenance. Et donc, il faut rentrer quand même dans un autre mode de gestion, dans lequel on peut payer un peu plus le forfait annuel, et dans lequel on va assurer le renouvellement, la formation et la maintenance. Et au bout de 10 ans, on bouclera la boucle, et rebelote encore. Et dans ce schéma-là, quand vous avez renouvellement du parc, formation et maintenance, vous ne tomberez jamais dans le déficit, jamais dans la panne, et également, vous ne restez plus à la traîne de la technologie. À chaque fois que la technologie est que j'ai comme une autre technologie dans ce modèle-là. Et ça fait partie quand même de la veille technologique. Et on a l'obligation de le faire aujourd'hui, et surtout en matière de médecine. Voilà. Et donc, il faut réfléchir sur ces scénarios. Alors, Monsieur Louis a évoqué bien sûr la question des urgences. Et combien la question des urgences elle est centrale au niveau du système de santé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se décloisonner et travailler en réseau. Aujourd'hui, le CHU Bouhdou ne peut pas supporter les urgences. Et les SAMU tels qu'ils sont aujourd'hui ne fonctionnent pas correctement. Qu'on le veut ou non, vous me dites, est-ce que la régulation fonctionne correctement? Le transfert interhospitalier, le transport sanitaire, toutes ces questions posent problème. Même le transport sanitaire aérien coûte trop cher pour l'État. L'hélicoptère Waqfa, le Tayara Waqfa, quand il y a 6 millions de dirhams année. Et donc, je pense qu'on est en train de repenser le système. D'abord, il faut que le transfert sanitaire aujourd'hui soit remboursable, parce que c'est un acte aussi. Une ambulance fourgon, les GMC, 1300 dirhams, une petite distance. On dit le patient, puisque dans la couverture sanitaire universelle, il faut que tout soit couvert. Et donc tous les détails doivent être couverts. On est en train de discuter bien sûr le transport sanitaire, on est en train de chercher aussi l'assistance de la gendarmerie royale pour nous accompagner dans les transferts aériens,
Et on est en train aussi de penser aux partenaires publics-privés dans la gestion des parcs ambulanciers. Voilà, c'est des questions pour lesquelles nous sommes en train de travailler et on va trouver des solutions, Inch'Allah, à court terme, Inch'Allah. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Le système d'information. Alors, le système d'information, nous sommes en train de capitaliser les acquis. Et donc, par rapport au système d'information, on ne voudrait pas qu'il y ait un système national puisqu'on est dans la régionalisation et on voudrait que chaque région dispose d'un système particulier. Bien sûr, puisque Oujda, Marrakech ou Fès ont le même système, pourquoi ne pas généraliser le même système sur toutes les structures? Et donc, il faut qu'il y ait quand même une déclinaison du même système. Il y a un travail qui se fait pour gagner du temps et permettre bien sûr aux malades d'être reconnus rapidement dans l'ensemble des structures. C'est la meilleure manière pour bien sûr assurer la coordination. Et encore une autre chose, je parlerai quand même du médicament. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître votre pharmacienne, elle est excellente, Madame Eleni Zineb. Elle a travaillé avec nous-mêmes quand elle est venue à Fès. Pratiquement, c'est le même mode de gestion. Certes, vous avez quand même une problématique de stockage. Monsieur le directeur général est conscient de cela, il est en train de chercher quand même une aire pour éventuellement construire le stockage. Sachez que même nous, on a eu des difficultés pour construire l'aire de stockage. Madame la représentante des finances avait cité la lettre de cadrage, etc. Mais la lettre de cadrage ne prend pas en compte des petites difficultés ponctuelles et conjoncturelles que vit bien sûr tout un chacun au niveau de son territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle dans la lettre de cadrage, il n'était pas question de construire. Et on a introduit cet édifice dans l'aménagement des espaces et espaces d'accueil, etc. C'est pour la bonne cause. Donc des fois, la lettre de cadrage elle vient pour une année, mais là nous avons un problème qui va perdurer pendant 10 ans. Donc je pense qu'il est question aujourd'hui, bien sûr, de trouver une solution de cet stockage. Je demanderai peut-être, je solliciterai bien sûr l'appui de M. Louali éventuellement. Il peut nous appuyer si nous avons des difficultés par rapport à ces médicaments. Encore, bien sûr, je dirais que la gestion des médicaments connaîtra aussi des changements à l'échelle centrale. Nous voulons décentraliser et régionaliser aussi la gestion des médicaments. Au niveau de l'alliance des CHU, on a travaillé sur la centralisation des achats. On a créé une centrale d'achat. À chaque fois quand il y a un regroupement des achats, on rabaisse les prix et on a une économie d'échelle qui est très importante et on peut encore fructifier la nomenclature des mains. On peut acheter quand même un panel large de médicaments. Pour la gestion des médicaments onéreux, sachez que les ruptures qu'a connues le Maroc aujourd'hui, bien sûr, Kharjinal Erada Diallo à 100%, mais à 100% ça dépend de lui. Certaines spéculations qui sont par rapport au prix, qui y a certains médicaments qui ont connu des difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, les médicaments qui sont en rupture, en ATU, en autorisation temporaire d'utilisation, les médicaments, le lancement d'air, surtout, je parle bien sûr des produits anticancéreux, ils retrouveront la solution à partir du janvier, Inch'Allah. Il faut les retombées positives, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais je vous demanderai quand même de vous inscrire par rapport à la gestion moderne des médicaments et donc essayer de faciliter la tâche à Madame la pharmacienne pour la prescription électronique. Elle est très importante et ma foi, elle va nous faire rabattre quand même sur les protocoles thérapeutiques. Et quand je dis protocole thérapeutique, je dis plus de transparence, plus d'économie d'échelle et bien plus de disponibilité du produit. Donc je terminerai par féliciter Monsieur le Directeur Général, bien sûr sur les résultats bien sûr que connaît son établissement. Je l'encourage et je le soutiens toujours dans sa démarche et je suis toujours derrière lui pour l'appuyer bien sûr dans sa mission, Inch'Allah. À vous la parole si vous avez quand même des compléments à apporter. Merci monsieur.